Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un secteur dont on parle assez peu, mais qui est vraiment au cœur de nos enjeux démocratiques. C'est l'éducation permanente en Belgique francophone. Et on a un document passionnant entre les mains. Ce sont les actes d'une grande journée de réflexion qui a eu lieu fin 2022. Il faut imaginer, après des années de silence, une pandémie qui a tout secoué, 200 professionnels se sont réunis pour faire le point. Et le constat, il est sans appel. Le monde a changé, le temps s'accélère, les crises s'empilent. Sanitaire, énergétique, climatique, démocratique, la totale. C'est un peu un moment de vérité pour eux. Ils se sont regardés dans le miroir et la question c'était à quoi on sert maintenant? Lire les gens tomber à l'eau, et on se demande s'il peut encore naviguer, s'il peut encore suivre son cap. Notre mission aujourd'hui, c'est de regarder ensemble ce que ces actes nous disent. Est-ce que ce navire peut encore avancer, ou est-ce qu'il se transforme en une simple bouée de sauvetage? On va parler de la difficulté à mobiliser, de cette course folle contre le temps, du rôle politique des associations et, évidemment, de l'énorme vague du numérique. Et avant même de commencer, il y a une chose essentielle à préciser. Quand on dit éducation permanente, beaucoup de gens pensent cours du soir ou formation continue. Mais ce n'est pas ça du tout. C'est un projet de démocratie culturelle. L'idée, ce n'est pas juste de donner aux gens un accès à la culture, comme on va au musée. Non, c'est de leur donner les outils pour devenir eux-mêmes des acteurs de culture, des agents de transformation sociale. C'est pour ça que leurs questionnements sont si profonds. C'est l'âme même du projet qui est en jeu. Alors, commençons par ce qui saute aux yeux vraiment à la lecture de ces textes. Une véritable crise identitaire. Le navire est secoué de l'intérieur. Face aux crises, beaucoup d'associations se sont retrouvées à faire de l'aide d'urgence, distribuer des colis alimentaires, lutter contre l'isolement des personnes âgées, des choses essentielles bien sûr, mais on est loin de la mission de fond, qui est l'analyse critique, le temps long de la pensée. C'est une tension qui déchire le secteur. D'un côté, l'urgence sociale, les besoins vitaux des gens. De l'autre, la mission politique et culturelle. Et cette mission, c'est de s'attaquer aux causes structurelles de ces problèmes. Et ces deux logiques, elles ne fonctionnent pas sur la même temporalité. Traiter les symptômes, c'est de l'immédiat. Comprendre les causes, ça demande du recul, de la distance, du temps. C'est un piège terrible. Si une association ignore l'urgence, elle a l'air déconnectée, presque inhumaine. Mais si elle ne fait que répondre à l'urgence, elle trahit sa mission de fond. Elle devient une sorte d'auxiliaire des services sociaux, ce qu'elle n'est pas. Concrètement, est-ce que le document donne des pistes pour naviguer dans ce dilemme au quotidien? Oui, et c'est peut-être l'une des idées les plus fortes qui émergent. C'est une proposition de la sociologue Rachel Brahi qui prend le problème à contre-pied. Elle dit « Et si, dans ce monde obsédé par la vitesse et la réactivité, et si la plus grande valeur, l'acte de résistance le plus puissant d'éducation permanente, c'était précisément de ralentir, de refuser de se soumettre à l'agenda de l'urgence, de s'affirmer comme l'un des rares bastions où on a encore le droit au temps lent pour collectivement comprendre ce qui nous arrive. » Donc ce n'est pas une fuite face à la réalité, Non? mais une autre manière de l'affronter. Affirmer que pour bien agir, il faut d'abord prendre le temps de bien penser. Exactement. C'est un geste politique. Dans un monde qui carbure à l'info en continu et aux réactions à chaud, proposer un espace pour la nuance, le doute, la délibération, c'est presque subversif. Mais ça pose tout de suite une autre question. Qui a le luxe de pouvoir prendre ce temps lent? C'est ce qui m'a frappé dans les comptes rendus des ateliers. Un des constats les plus durs, c'est la difficulté à mobiliser les gens. La précarité explose, l'individualisme aussi. Et les gens sont épuisés. Ils cherchent des réponses concrètes, individuelles, à des problèmes vitaux. Comment payer la facture de gaz? Comment se loger? L'analyse critique, ça passe après. Je dirais même plus. Ce n'est pas seulement que l'énergie n'est plus là, c'est que la confiance dans l'action collective s'est érodée. Après des décennies où le discours dominant nous a répété que la solution était individuelle. Sois un entrepreneur de toi-même, traverse la rue pour trouver un travail. L'idée même de se battre pour un nous est devenue presque contre-intuitive pour beaucoup de gens. Le réflexe, c'est de se débrouiller seul. Et ce qui est surprenant, c'est que cette fatigue, cette démobilisation, elle touche aussi les animateurs, les travailleurs, les bénévoles du secteur. Ils sont en première ligne, ils rament à contre-courant et ils sont épuisés. Mais alors, comment on fait? Comment on recrée ce fameux collectif? Il y a une anecdote dans le document, au détour d'une phrase qui m'a vraiment interpellée. Un participant raconte « Un souper spaghetti est devenu une étape cruciale pour la mobilisation des populations. Ça peut sembler trivial, mais c'est absolument fondamental. Ça dit qu'on ne peut plus décréter la mobilisation.
On ne peut plus arriver avec un tract et dire « Citoyens, mobilisez-vous ». Le point de départ, c'est le lien, la convivialité, le simple plaisir d'être ensemble. Le politique commence autour de la table, pas dans l'amphithéâtre. C'est là que l'analyse de Rachel Brahi, encore elle, devient très éclairante. Elle propose de changer de vocabulaire et donc de regard. Elle suggère de remplacer l'idée de mobilisation de collectif Oui. par celle de composition de commun. La différence est énorme. Mobiliser un collectif, ça suppose que le groupe existe déjà, qu'il est là, en sommeil, et qu'il suffit de le réveiller. L'idée de composition, elle, est beaucoup plus humble et plus réaliste. Ça veut dire qu'on commence avec ce qu'on a. 3 personnes autour d'un café, une dizaine à ce fameux souper spaghetti. On ne leur dit pas « voilà le combat qu'on va mener », on leur demande « qu'est-ce qui nous lie ici, ce soir ? Qu'est-ce qu'on a en commun ?» C'est un travail d'artisan, pas de général d'armée. On tisse le lien social, fil par fil, avant de pouvoir espérer en faire une bannière. On construit le collectif au lieu de présupposer son existence. On le construit, oui, mais il faut être lucide sur la fragilité de ces constructions. Un collectif bâti autour d'un repas, c'est formidable, mais il peut se dissoudre tout aussi vite. La vraie question, le vrai art de l'animateur, c'est comment on passe de la convivialité à l'engagement, de la discussion sur la recette des pâtes à la discussion sur le prix des denrées alimentaires sans perdre la moitié du groupe en route. Et c'est là qu'intervient le grand accélérateur et en même temps le grand diviseur, le numérique. Pendant la crise sanitaire, tout le monde s'est rué dessus pour garder le lien. Mais les ateliers montrent un bilan très paradoxal. Oui, le paradoxe est total. D'un côté, le numérique permet de toucher des publics plus larges, des gens qui ne se seraient jamais déplacés. C'est un outil d'ouverture. Mais de l'autre, il peut renforcer l'isolement. Il rend très difficile la création de ce lien charnel, non verbal, qui est essentiel au débat. Les termes utilisés dans le document sont très justes. Le numérique est plus désincarné que résonnant. Il manque la vibration du groupe, la petite étincelle qui passe dans les regards. C'est vrai, on l'a toutes et tous vécu. Pendant le confinement, on pouvait faire des réunions Zoom avec 20 personnes, mais on n'avait aucune idée de l'ambiance réelle. Est-ce que les gens s'ennuient? Sont-ils d'accord? Est-ce que celui qui ne dit rien est en train de bouillir intérieurement ou de penser à sa liste de courses? Tout le non-verbal, qui constitue 80% de la communication, disparaît. On transmet de l'information, mais on peine à créer de la relation. Et sans cette relation de confiance, pas de débat sincère possible. C'est difficile de se sentir en sécurité pour exprimer un désaccord profond face à une mosaïque de visages sur un écran. Mais cette idée de ralentir ou de composer des communs fil par fil, ça a quelque chose de profondément politique, non? Ça va à l'encontre de toute la logique d'efficience, de rentabilité, de résultats chiffrés qu'on nous impose partout. Absolument. Et c'est là qu'on touche au nerf de la guerre, le rôle de contre-pouvoir du secteur. Dans son discours d'ouverture, la ministre de la Culture, Bénédicte Linard, elle utilise cette formule. Elle dit que l'éducation permanente est un secteur de contre-pouvoir, essentiel pour armer la société civile face aux politiques. C'est une vision forte, et c'est son rôle historique. Sauf que les ateliers mettent tout de suite le doigt sur le paradoxe qui tue. Comment rester un contre-pouvoir crédible et critique quand on est subventionné à 80 ou 90% par ce même pouvoir? C'est la question de la morsure de la main qui vous nourrit. Comment éviter l'instrumentalisation, ou pire, l'autocensure pour ne pas déplaire au guichet des subsides? C'est une ligne de crête permanente. Et un des points forts du débat, c'est de dire que la prétendue neutralité politique est un leurre. Toute action sociale est politique, au sens où elle touche à l'organisation de la cité. Le véritable enjeu éthique n'est pas d'être neutre, mais de ne pas instrumentaliser les publics. C'est-à-dire que la mission, ce n'est pas de leur dire quoi penser, mais de leur donner les outils pour penser par eux-mêmes, pour aiguiser leur propre esprit critique. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment cette tension s'inscrit dans une histoire beaucoup plus longue. L'analyse du sociologue Jean Demune dans le document est là-dessus, passionnante. Il décrit ce qu'il appelle les 4 âges de l'égalité culturelle. Oui, c'est une grille de lecture très puissante pour comprendre où on en est aujourd'hui. Le premier âge, c'est celui du XVIIIe siècle, l'âge des Lumières. On se bat pour les libertés fondamentales, liberté de conscience, d'expression. Le deuxième âge, c'est celui de la social-démocratie, après-guerre. C'est l'accès aux ressources, la culture pour tous. L'État construit des bibliothèques, des théâtres, des centres culturels, pour que tout le monde ait accès aux grandes œuvres. Et le troisième âge? Le troisième âge, c'est le tournant des années 70. On passe de la culture pour tous à la culture par tous. L'idée n'est plus seulement de consommer de la culture, mais d'en produire.
Le message, c'est « Ne vous contentez pas d'écouter Mozart, montez votre propre groupe de rock dans le garage de la maison de John. Écrivez votre propre journal de quartier. » C'est l'ère de la participation, de la créativité citoyenne. Et on en serait où aujourd'hui? Aujourd'hui, selon de Munck, on entre dans un 4e âge, celui de la reconnaissance. L'enjeu n'est plus seulement de faire de la culture, mais d'être reconnu pour ce que l'on est. Une personne issue de l'immigration, par exemple, ne veut pas seulement participer à un atelier de théâtre. Elle veut que son histoire, sa langue, son héritage soient vus et reconnus comme une partie légitime de la culture commune. Une femme ne veut pas seulement avoir le droit de peindre, elle veut que les femmes artistes soient présentes dans les musées. C'est un changement de paradigme complet, ça touche à l'identité, à la dignité. Mais ce 4e âge de la reconnaissance, il porte en lui un risque immense, non? Risque colossal, la fragmentation. La quête de reconnaissance peut mener à l'enfermement dans des communautés, dans des bulles identitaires, où l'on ne parle plus qu'à ceux qui nous ressemblent. Et ce risque est massivement amplifié par les algorithmes des réseaux sociaux, qui sont conçus pour nous conforter dans nos certitudes et nous présenter une version du monde qui valide nos propres opinions. La mission de l'éducation permanente devient alors incroyablement complexe. Il faut à la fois reconnaître les singularités et en même temps tisser du commun entre les groupes. C'est un véritable travail d'équilibriste. Alors si on essaie de regarder vers l'avenir en s'appuyant sur tout ça, quels sont les grands chantiers qui se dessinent? Jean de Munck en identifie 3, qui sont en fait les conséquences directes de ce qu'on vient de dire. Oui, 3 défis qui sont les 3 facettes d'un même problème. Le premier, c'est précisément celui-là, l'inclusion et la reconnaissance. Comment on fait pour articuler la défense des droits universels, valables pour tous, avec la reconnaissance des identités et des parcours particuliers, sans tomber dans le communautarisme, dans la guerre de tous contre tous? C'est la question qui hante absolument tous les débats de société actuels. Le second, c'est la digitalisation. On en a déjà parlé, mais la question de fond, c'est comment utiliser ces outils pour émanciper plutôt que pour aliéner? Comment faire du numérique un outil de pensée critique? C'est intéressant, de Munck ressort un vieux concept de la sociologie des médias pour penser ça, le two steps flow, le flux à 2 étapes. L'idée est simple, on est rarement convaincu directement par un journal ou un JT. On en discute d'abord à la machine à café, en famille, avec des amis. L'opinion se forme dans le dialogue, dans l'interprétation collective. La question qu'il pose, c'est comment recréer ces machines à café à l'ère de TikTok, où l'on reçoit l'info seul, en flux continu, face à son écran. Comment recréer ces lieux de décodage collectif? Et le 3e défi est peut-être le plus vaste, le plus existentiel, c'est la transition écologique. Et elle n'est pas vue ici comme un problème purement technique, mais comme un enjeu profondément culturel. Oui, comment l'éducation permanente peut-elle aider à changer nos comportements? Notre rapport à l'énergie, à l'alimentation, aux loisirs, qui sont ancrés dans des habitudes, des valeurs, des représentations culturelles très profondes. Il ne s'agit pas juste d'apprendre les bons gestes, mais de remettre en question tout notre modèle de prospérité, notre idée du bonheur. C'est un chantier colossal qui touche à l'imaginaire collectif. Et si on relie ces 3 défis, on boucle la boucle. On revient à notre tension de départ entre le social et le culturel. On voit bien ici qu'ils sont totalement intriqués. Les inégalités matérielles, les questions de reconnaissance identitaire et notre rapport à la planète sont les 3 phases de la même crise. Le rôle de l'éducation permanente, comme le dit très bien Ariane Esten en conclusion des actes, ce n'est pas d'apporter des solutions miracles. C'est d'accueillir et de structurer les grands conflits qui traversent la société, pour les mettre au travail, pour en faire l'objet d'une délibération démocratique. C'est un chemin exigeant, mais c'est vital. Pour résumer, ce voyage dans les réflexions du secteur nous montre un monde en pleine introspection, en plein doute. Ce fameux navire est pris entre le besoin urgent d'agir, d'écoper l'eau qui monte, et la nécessité vitale de penser, de garder le cap. Il doit réinventer sa manière de créer du collectif à l'heure de l'individu roi, de naviguer dans l'océan numérique et d'exercer son rôle politique de critique dans une société fragmentée qui a, plus que jamais, besoin de boussole. Fois belle et provocatrice. Dans un monde qui nous pousse constamment à faire, à produire, à répondre dans la seconde, elle suggère que la mission la plus urgente de l'éducation permanente est peut-être, tout simplement, de défendre notre humanité. Et cette humanité, comme le disait la philosophe Hannah Arendt, nous la prenons en parlant de ce qui se passe dans le monde et en nous. Peut-être que la plus grande action politique aujourd'hui, la plus grande urgence, c'est de défendre bec et ongle le droit de prendre le temps de se parler. Vraiment.